Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui en présence de Jean-Louis et je suis toujours en présence, d'Irina. Mon nom est Charles. Le sujet d'aujourd'hui va être donc une interview avec, Jean-Louis que nous avons rencontré il y a un peu plus d'une semaine sur un salon autour de la maquette qui avait lieu aux alentours de Lyon et donc auquel on a appris qu'il pouvait y avoir des liens entre le monde de la maquette et l'Ukraine puisqu'on est donc sur une chaîne autour de la culture ukrainienne. Déjà, Jean-Louis, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots pour vous présenter? Bonjour déjà Irina et Charles, merci pour le podcast, merci pour l'interview, merci effectivement de nous permettre d'évoquer un petit peu l'Ukraine sous un aspect autre que purement militaire, même si on ne va pas s'en éloigner énormément avec le maquettisme. Me présenter moi, pour faire vite, je suis un vieux crocodile de 62 ans qui fait de la maquette depuis l'âge de 8 ans à peu près, qui est abandonné comme beaucoup à un moment donné, puis qui est retourné dans les années 90. Majoritairement maquettisme aéronautique, maquettisme militaire et historique, figurines. J'ai très rapidement mis en pratique, c'est plutôt offert en fait ce hobby, au départ purement artistique, dans des buts qui étaient un peu différents, je dirais, devoir de mémoire, devoir mémoriel, travail vers les scolaires. Et puis, depuis quelques années, on réintégré pour une partie de mes activités l'armée en tant que réserviste, en tant qu'officier de réserve. Du coup, en fait, j'ai organisé des mixtes d'expositions, d'événements historiques et d'événements mémoriels, en mélangeant un peu tous les médias, c'est-à-dire le maquettisme, la reconstitution militaire, des expos classiques de panneaux, comme on peut en voir dans les musées ou dans les expositions, et puis aussi un petit peu de vidéo. Et l'ensemble de ces 4 médias mixés me permet, moi, aujourd'hui, de travailler des projets pédagogiques, puisque aujourd'hui, on a accueilli plusieurs milliers de scolaires en lycée, en collège, en école primaire ou en école primaire, sur des notions liées à la Première ou la Seconde Guerre mondiale, liées sur le devoir d'engagement, sur la résistance française, etc. Voilà, donc le maquettisme était au départ une activité ludique qui s'est un peu perdue en France, qui est encore très très vivace dans les pays de l'Est, notamment on va le découvrir l'Ukraine, mais aussi la Tchéquie, d'autres pays. Et moi, petit à petit, j'ai switché d'une pure passion purement artistique vers une utilisation beaucoup plus, comment dire, oui, beaucoup plus mémorielle et beaucoup plus citoyenne en fait de ce hobby. Voilà, pour lui donner du sens, pour terminer. D'accord, c'est très intéressant. Donc quand vous nous dites que, certaines de vos créations ont été utilisées pour des expositions ou pour de l'éducation, dans quel sens est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on vous fait une demande et vous créez un modèle associé aux besoins pour l'éducation ou la création? Ou est-ce que ce sont plutôt en fonction de ce que vous avez déjà créé, que vous allez être capable ensuite d'intervenir ou de présenter des œuvres? Alors aujourd'hui, moi, je travaille majoritairement sur la Seconde Guerre mondiale parce que c'est une guerre qui nous a quand même beaucoup secoué en Europe et dans le monde. 50 à 60 millions de morts, c'est pas tout à fait une paille. Et communiquer sur la Seconde Guerre mondiale, c'est communiquer notamment sur tout cet après-guerre qu'on vit encore aujourd'hui. On s'en rend compte avec l'Ukraine, parce que finalement, ce conflit, il est dérivé directement ou indirectement de ce qui s'est passé depuis les années 20 jusqu'aux années 80. Et la Seconde Guerre mondiale y a joué un rôle très important. Donc moi, je suis parti petit à petit sur une présentation complète de la Seconde Guerre mondiale, de 1939 à 1945, au travers de maquettes soit aéronautiques, soit de maquettes militaires, présentant des situations de terrain et qui permettent aux gens de mieux comprendre en fait comment fonctionnaient tous ces matériels, comment ils interagissaient. Et en fait, les expositions que je présente séquencent en fait la Seconde Guerre mondiale de 39 à 45 au travers de panneaux, de photos pour chaque année. Et après, dans l'intervalle de chacune des années, on met en place des dioramas ou des maquettes pour donner un peu plus de corps et un peu plus de vie à tout ça. Sachant que la maquette, je peux faire un rapide parallèle là-dessus, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, c'est-à-dire depuis l'aube de l'humanité. Bien entendu, pas du tout sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est-à-dire majoritairement résine ou plastique. Mais les Égyptiens, sous la haute antiquité égyptienne, offraient déjà des maquettes à leurs pharaons quand ils les mettaient dans les pyramides. On voit des reproductions en miniature aussi loin que la préhistoire, que le paléolithique. On va notamment penser aux Vénus callipyges qu'on trouve dans certaines grottes. Voilà. Donc, l'homme a de tout temps eu besoin de miniaturiser, sans doute pour mieux appréhender son monde et mieux le comprendre.
Alors, vous avez utilisé le terme diorama pour les auditeurs qui seraient peut-être pas totalement familiers avec le monde de la maquette. Pouvez-vous nous dire en deux mots ce que sont maquette, diorama, photogramme, tous ces éléments qu'on retrouve dans ce type d'exposition? Alors, une maquette, quelle qu'elle soit, que ce soit un avion, que ce soit un véhicule, que ce soit un moulin, c'est un objet réel réduit à l'échelle. Donc, les échelles, on en a des tonnes, hein, ça va aller du 1 144e et même encore plus petit, 720e, 350e, jusqu'à des échelles très grandes avec des maquettes qui deviennent donc très volumineuses, comme du 1 35e, 1 32, 1 24e. Donc, en fait, on peut représenter un peu ce qu'on veut à l'échelle qu'on veut, en fonction de la place qu'on a, de la place dont on dispose, suivant qu'on soit un Japonais à Tokyo perdu dans un petit appartement de 15 mètres carrés ou quelqu'un qui habite dans un château et qui peut s'étendre avec plaisir, quoi. Donc voilà, chacun choisit son échelle en fonction de la place qu'il a disponible. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Et puis après, le diorama en lui-même, en fait, c'est la présentation vivante d'une maquette. Non plus une maquette, par exemple, comme un avion ou un véhicule posé sur une table, simplement, ou exposé à la vue d'un appareil photo pour une revue, pour un article, mais c'est la mise en situation de l'engin pour lui donner vie, et dans mon cadre à moi, pour lui donner une vie historique. Par exemple, un blindé, comment il a été utilisé, on le voit sur un théâtre d'opération, que ça soit effectivement en Russie en 1941, ou que ce soit dans le Pacifique en 1944, ou en Normandie en 1944 aussi. Donc voilà ce qu'est un diorama. C'est en fait une petite scénette issue de la vie réelle qui va marier des véhicules, des personnages pour rendre la chose plus compréhensible et attractive. Mm. J'ai une question. Comment vous avez fait la connaissance avec Ukraine et notamment avec ce monde ukrainien de maquettistes? Alors en fait, l'Ukraine est arrivée sur le marché de la maquette avec des productions. Alors je pense qu'en fait, dans l'absolu, le maquettisme existe en Ukraine depuis les années 30-40, à mon avis. Là, j'ai pas un historique très précis pour le moment. Par contre, dans les années 80-90, c'est très vivace là-bas. Et à partir des années 90-2000, l'Ukraine commence à exporter ses productions, comme d'autres pays de l'Est. On va notamment penser à la Tchéquie, qui est très, très en pointe. Alors pourquoi ces pays? Parce que c'est des pays qui ont aussi une grosse culture industrielle, la capacité à produire des moules très complexes. La maquette, ça fait souvent rire, on se dit c'est un truc de gamin. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus que des adultes qui en font. Et produire une maquette, le moule d'une maquette, c'est 150 000 euros, donc 1 million d'anciens francs. C'est une technologie, c'est très haute technologie, ça demande beaucoup, beaucoup de qualité en termes de micromécanique, de sculpture, de gravure, pour réussir à obtenir un moule complexe. Et je pense que l'Ukraine, ce que j'en sais aujourd'hui, bénéficie en fait d'une riche culture industrielle qui lui a permis certainement de se lancer dans ce genre de choses. En plus de ça, on a eu une production industrielle ukrainienne, aussi bien en véhicules militaires, en aviation, avec Antonov, etc., qui fait que de toute manière, dans toute phase industrielle de développement d'un produit, vous avez systématiquement une maquette. Si demain vous allez au salon de l'aéronautique au Bourget, vous verrez tous les grands fabricants d'aéronautique mondiale, des gens comme Dassault, des gens comme McDonnell Douglas, etc., des gens comme Airbus, qui vont systématiquement passer par une phase maquette pour appréhender le volume d'un objet volant ou d'un objet roulant et éventuellement le présenter au public. C'est vrai que maintenant, on est entré dans une ère depuis quelques années avec la 3D qui commence à permettre d'appréhender les choses autrement qu'avec une maquette pure et dure. Mais pour donner un exemple, en aéronautique, jusqu'à il y a encore très peu de temps, et à mon avis encore maintenant, des maquettes étaient obligatoirement développées quand on développait un modèle d'avion, notamment pour faire des essais en soufflerie. Voilà, donc là, un exemple concret. Ouais. Si je comprends bien, Ukraine a commencé à produire vraiment, être important sur le marché des maquettes à partir de son indépendance. Alors oui, je pense qu'elle produisait déjà des modèles, parce qu'on voyait aussi des modèles en Russie et dans d'autres pays de l'Est, à l'époque de l'Union soviétique. Et c'est une culture qui existait déjà, qui a émergé aussi aux États-Unis, en Europe, à peu près dans les années 60. 50-60, je dirais, voilà. Et sachant que bien antérieurement à ça, de toute manière, un industriel aéronautique, qu'il soit français, allemand, polonais ou autre, dans les années 20 ou 30, produisait déjà une maquette pour pouvoir la valider d'un point de vue aérodynamique, donc, et ensuite la présenter au public.
Quand vous allez au Salon du Bourget aujourd'hui, vous avez sur tous les stands systématiquement des maquettes, quand je dis 3D, c'est-à-dire physiquement 3D, voilà, pas uniquement sur ordinateur, mais présentes effectivement sur les tables, parce que le grand public qui va passer a toujours besoin de l'appréhender. Et donc, je pense que, comme on disait par rapport à l'Ukraine, par rapport à tous les pays industriels, cette maquette fait partie de leur culture industrielle. Quand j'ai eu la chance de faire des maquettes il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, je connaissais quelques grandes marques de maquettes, notamment japonaises. À cette époque-là, aucune ukrainienne. Et puis j'ai eu le plaisir d'apprendre il y a justement une semaine qu'en fait aujourd'hui c'était devenu un acteur important du monde de la maquette. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la place qu'elle occupe aujourd'hui justement dans le monde des modèles réduits? Alors oui, je pense qu'Irina disait tout à l'heure, est-ce que c'est né à peu près à la fin de l'Union soviétique? Alors je pense que l'exportation a commencé vraiment à ce moment-là. Je pense qu'effectivement, quand on était sur le marché type Comecon, on n'allait pas très très loin en termes d'export quand on était un pays de l'Est, que ce soit Biélorussie, Russie ou Ukraine. Aujourd'hui, très clairement, on est véritablement sur un fort développement de l'export depuis les années 2000. L'Ukraine a vraiment pris une part prédominante. Ce que je disais l'autre jour pendant le salon, c'est que je pense, alors c'est une approximation, j'attends des chiffres de Kiev sous peu, parce que j'ai posé quelques questions à certains industriels, mais je pense qu'aujourd'hui, on est sur une part de marché qui, à mon avis, tourne entre 25 et 33%. C'est une estimation très prudente pour le moment, mais aujourd'hui, qu'on soit basé à New York, à Los Angeles, à Tokyo ou à Paris, on peut accéder à des modèles ukrainiens avec une extrême facilité. Et la plupart des importateurs aujourd'hui commercialisent les modèles ukrainiens de marques qui sont devenues extrêmement connues en l'espace de 20 ans. Pour moi, ça sonne assez étrange parce que dès que je rappelle en fait ma vie en Ukraine, j'ai jamais entendu à parler que Ukraine prend la place si importante dans la production de maquettes. Et en général, les maquettes, c'était pas quelque chose très réputé en Ukraine, en tout cas pour moi quand j'étais enfant, adolescent. Je ne sais pas si ma question est bien adressée. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi en Ukraine on a pensé que nous sommes petits, pas importants, on peut pas produire quelque chose si fier de ce qu'on peut être fier maintenant. Ouais, c'est difficile à dire, mais je dirais quand même, quel que soit le pays, que ce soit l'Ukraine, la Tchéquie, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la France, ce sont des marchés qui restent des marchés quand même confidentiels. C'est-à-dire que, et on le voit beaucoup aujourd'hui avec le développement des jeux vidéo notamment, on a des pans entiers de la jeunesse ouest européenne qui s'est un peu désintéressée de tout ce qui est loisirs créatifs, qui demande un peu de, allez, je vais être un peu méchant, mais qui demande un peu de travail et d'attention. Et on va plus sur des jeux vidéo qui sont en fait comment dire, facile en fait à appréhender dans l'absolu, même si je sais pour les gens qui jouent aux jeux vidéo, atteindre un certain niveau, ça doit être difficile. Moi, je par contre, effectivement, en tant que maquettiste, je ne joue absolument pas. J'ai jamais joué de ma vie, ou à pas peut-être 3 secondes. Donc, en fait, ce sont deux cultures totalement différentes. Ce qui est très rigolo, c'est que je pense qu'un Tchèque ou un Ukrainien, un jeune Ukrainien ou un jeune Tchèque, il a encore tout à fait accès aujourd'hui à des consoles de jeux. Mais malgré tout, on voit que le marché est beaucoup plus développé. Je prendrai un exemple tout simple qui n'est pas ukrainien, c'est Prague. Prague, c'est une ville qui est à peine plus grande que Lyon, je pense, en termes de population. J'espère ne pas dire de bêtises. Il y a 10 magasins. 10 magasins à Prague, on en a un seul à Lyon. Donc c'est vraiment tout à fait surprenant. C'est-à-dire que la culture est encore très vivace. On trouve des magasins de maquettes dans des galeries commerciales avec des pas de porte chers, alors qu'en fait, à Lyon, en fait, il ne reste plus qu'un magasin, qui reste un magasin important, mais qui a une clientèle plutôt 40, 60 ans, voilà, des gars dans mon âge, quoi. Et voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Et comment la situation en Ukraine maintenant par rapport au nombre de magasins, cette place que la vente des maquettes prend en Ukraine? Est-ce que vous êtes au courant? Alors aujourd'hui, pour collaborer avec une association ukrainienne, en fait une association mondiale, mais qui est présente dans tous les pays, donc la branche ukrainienne, l'IPMS Ukraine ferait pas lire d'envie beaucoup de présidents de clubs d'IPMS dans le monde, puisqu'en fait ils ont un gros public de jeunes avec eux. Ils arrivent à travailler malgré tout, malgré les bombes, malgré l'agression russe. Il y a un nouveau magasin qui s'est monté à Kiev, j'en ai visité un en 2022 puisqu'on avait fait un événement là-bas. Et je sais qu'il y a aussi un très gros magasin à Odessa, que je ne connais pas encore. Donc, des magasins, il y en a, ils continuent à vivre. Alors, celui qui est basé à Kiev, au BDN,
et était originellement basé dans le Donbass. Je ne sais pas où exactement. Je ne sais pas s'il était du côté de Donetsk ou ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, il a migré vers Kiev après la conquête de la Crimée en 2014. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a toujours un public, il y a toujours des gens qui travaillent là-bas et qui font de la maquette, qui font ce plaisir, qui ont ce plaisir parce qu'en fait, le maquettisme, c'est aussi une façon de se ressourcer un petit peu, de s'isoler notamment des problèmes du monde, que ce soit un petit stress à Paris ou que ce soit des bombes à Kiev, qui n'est pas tout à fait le même niveau quand même. Et ça permet de s'isoler, ça permet de se concentrer sur soi-même. Voilà, c'est quelque chose qui permet d'échapper un peu au monde. C'est un travail créatif, comme ça serait le cas pour un peintre, pour un musicien qui compose, ou pour un musicien qui joue, pour une peintre ou un peintre qui va s'échapper en créant sa toile. Je pense que la maquette permet aussi ce genre de choses. C'est un petit peu plus concret. On travaille généralement sur des sujets plus concrets, mais peut-être pour justement finir un peu là-dessus, moi j'ai vu des maquettistes qui travaillent totalement en scratch, c'est-à-dire qui ne partent pas du tout comme nous de boîtes du commerce, qui ne représentent pas du tout de sujet militaire, ni aviation, ni véhicules civils, mais qui travaillent sur des sujets totalement oniriques. Et c'est des maquettistes qu'on va trouver du coup en galerie d'art. Mais quand je dis en galerie d'art, c'est vraiment en galerie d'art. Dans des grandes galeries parisiennes, des grandes galeries lyonnaises, avec des choses, oui, en général, totalement oniriques. Et ça, c'était assez sympathique. Je vais rebondir sur le fait qu'on a commencé à parler d'événements comme ceux qui ont eu lieu dans le Donbass pour aborder un aspect un peu plus politique de la maquette. Quand on était à l'exposition il y a une semaine, vous avez d'ailleurs fait un speech sur le sujet et je pense qu'il serait intéressant pour nos auditeurs d'en avoir on va dire une certaine version. Dans le monde de la maquette, on refait différents bâtiments de guerre, véhicules, et tous ceux qui ont déjà vu du monde de la maquette savent que tous les camps sont représentés. Aujourd'hui, c'est très facile de trouver des véhicules, par exemple des véhicules nazis, alors que, bien évidemment, personne ne les considère comme étant du bon côté de l'histoire. Comment est-ce que vous pouvez, on va dire, expliquer la présence de ces véhicules pour les maquettistes? Qu'est-ce que ça signifie? Voilà, je suppose qu'il n'y a aucune admiration derrière ces véhicules et ils sont représentés. Donc voilà, politiquement, qu'est-ce qu'il en est de la représentation de ce véhicule dans le monde de la maquette? Je crois qu'en fait, tu as déjà partiellement répondu à la question. J'espère que pour la plupart des maquettistes, il n'y a rien de politique. Bon, ça sera toujours le cas de 2 ou 3%, bien sûr, comme dans la société, la société dans laquelle on vit. On a toutes les influences. Je connais des gens qui sont passionnés de maquettisme, qui sont tout à fait extrême gauche. Il y en a, voilà, c'est un juste reflet, tout comme les supporters d'un club de football. C'est le juste reflet de la société. En ce qui concerne le maquettisme et les différents pays représentés, je crois que tu as répondu à la question. En fait, quand on traite d'un sujet, par exemple d'un conflit, tous les sujets doivent être représentés parce que les Ukrainiens aujourd'hui ne se battent pas contre des bisounours, mais contre des Russes. Et nous, les alliés, français, anglais, américains, belges et autres pays alliés de 1940-1945, on s'est battu contre les Allemands. Alors, ce qui sous-tend en fait ta question, c'est que pourquoi effectivement actuellement en expo de maquettisme, en France du moins, on ne représente pas de sujet russe. Simplement, je vais prendre une image. Imagine Charles que tu te blesses maintenant. Il est 17h et quelques, tu vas avoir mal. Bon voilà, 17h40, Charles a mal, il vient de se blesser. Mais 2 semaines plus tard, Charles a un peu moins mal. Et 2 ans plus tard, Charles a encore un peu moins mal. Et 80 ans plus tard, 80 ans, c'est ce qui nous sépare du prochain 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Voilà, la douleur s'est estompée. Les politiques ont fait le travail de tourner le dos à la guerre et en fait d'aller vers la paix. Et l'exemple parfait de la Seconde Guerre mondiale, c'est que Charles de Gaulle, quelques années seulement après le second conflit mondial, alors que la haine était encore forte dans les populations, il a été vers Konrad Adenauer et il a mis en place une amitié franco-allemande qui nous a fait passer sur les horreurs de la guerre. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a pu absorber cette douleur par rapport aux anciens conflits. Tu sais, si on va dans cet exemple-là, on peut aller beaucoup plus loin. Quand tu vas voir des clubs de figurines ou des petits dioramas qui représentent les combats entre Gaulois et Romains, bon, ça fait toujours rire, on pense à Astérix, mais à l'époque, ça n'avait strictement rien de drôle. Quand on relit la guerre des Gaules de César, on est, je crois, pas loin du génocide, avec des choses absolument effroyables. Et bon, pourtant, aujourd'hui, on représente du Gaulois et du Romain sans problème. Les gens sont friands d'aller à Saint-Romain-en-Galles, au musée gallo-romain, voilà. Donc, je pense que c'est le temps qui effacera ça, petit à petit. Et aujourd'hui, effectivement, on s'est donné comme règle de ne rien représenter de Russes
au-delà de 1991 pour certains. Moi, personnellement, je ne vais pas au-delà du 8 mai 45, c'est-à-dire en fait ce qu'on appellera la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, je me rappelle d'un maquette que j'ai vu avec la voiture russe avec le lettre Z, mais elle était moitié brûlée et devant, il avait petit soldat ukrainien. Et je pense que toujours il y a le message qui vient derrière si on produit ce genre de véhicule. Bah, disons que là, tu parles d'une scénette que j'ai faite. Oui, Et oui. oui, clairement, je l'ai faite parce que pour moi, c'est un soutien à l'Ukraine. Voilà, parce que là, on présente un véhicule détruit. Il y avait un autre maquettiste qui exposait des modèles russes d'ailleurs, hein, notamment sur la conquête de la Crimée, etc. Je ne développerai pas. Il a présenté ses réalisations, présenté que ça, donc à lui d'assumer. Moi, très clairement, je suis en un fort soutien à l'Ukraine d'un point de vue émotionnel et politique, parce que je suis un amoureux de la démocratie. Et clairement, il n'est pas question de laisser faire. Et ce que j'ai représenté au travers de cette petite scénette, qui n'est pas encore tout à fait terminée, c'est les terribles combats qui ont eu lieu en février-mars au nord de Kiev, vers Borodianka, Irpin, Boucha, des secteurs où j'étais, hein, en 2022 d'ailleurs, faire un petit tour. Et c'est un hommage, ce que j'ai fait, cette scénette, c'est un hommage à la résistance ukrainienne et à l'incroyable courage qu'ils ont eu. L'incroyable courage qui prouvait aussi que derrière, voilà, ils avaient déjà été bien équipés par les pays occidentaux, que contrairement à ce qu'on peut croire, on ne les avait pas abandonnés à partir de 2014 et que l'Ukraine avait un backup de plus en plus important d'un point de vue technique, d'un point de vue formation par les armées occidentales. Donc ça, c'était important pour moi. Et actuellement, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui travaillent sur des sujets ukrainiens. J'ai communiqué avec des gens qui ont reçu des prix le week-end dernier à Lyon, qui m'ont dit on va continuer à acheter des maquettes ukrainiennes, puisque j'en ai reçu entre-temps d'autres de 3 industriels ukrainiens. Avec l'image que je montre là, vous allez pouvoir voir certaines marques qu'on pourra citer tout à l'heure. C'est production absolument pléthorique, hein. Vous voyez ce que j'ai dans mon bureau. C'est juste énorme par rapport à tout ce qu'on peut imaginer, hein, des sujets civils, militaires, historiques. Vous voyez, j'ai même des soldats grecs, des hoplites du 5e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, On va donc, mettre ces photos Ce sera en en vignette montage. de vidéo pour ceux qui écoutent le podcast, vous l'aurez sur la vignette de la vidéo. ok. Aujourd'hui en Ukraine, on a, je pense, une quinzaine de sociétés qui sont spécialisées dans le domaine de la maquette ou de ce qu'on appelle aux États-Unis le cottage industry, c'est-à-dire en fait tout ce qui est produits connexes que tu peux ajouter à un modèle pour l'améliorer. Donc nos principaux soutiens ont été ICM qui est basé à Kiev, la société MB et Micromir qui sont basées à Dnipro. Et après, il y a beaucoup d'autres sociétés. Les plus grosses sociétés, c'est ICM, hein, que j'ai cité tout à l'heure. Miniart aussi, qui est très, très importante, qui est une très grosse société. Pour donner un exemple, aujourd'hui, je pense que l'historique société française LR, qui a été reprise par des Allemands il y a quelques années, n'existe plus en tant que telle en France. C'est 2 salariés, 3 salariés. Si je prends ICM à Kiev, reprise actuellement par le père de Valeria Bouzina, qui est l'actuel responsable marketing, ICM aujourd'hui, c'est 150 salariés à Kiev qui travaillent 24 heures sur 24, jour et nuit, par équipe de 50 personnes. Je pense que Miniart, vu le nombre de boîtes qu'ils vendent dans le monde, doivent être à peu près toilés comme eux, même s'ils ont eu de très gros problèmes parce qu'eux étaient basés du côté du Donbass et ont dû évacuer en catastrophe au tout début de l'invasion russe. Et vous avez aussi des marques comme Roden, qui est basé du côté de Kiev, je crois, Dora Wings, qui est basé à Dnipro, Dan Model, qui fait de la figurine, qui m'en ont donné d'ailleurs quand j'étais en Ukraine au mois d'août 2022. Vous avez aussi un accessoiriste qui est très connu maintenant en France, qui s'appelle Reskit, qui commercialise des choses absolument incroyables en 3D. Et puis une petite société que j'ai connue là-bas, qui fait du véhicule civil en résine de très très belle qualité, qui s'appelle USCP. Mais j'en oublie, à mon avis, la moitié. Vous voyez, donc, Juste une question, on sort un tout petit peu du sujet, mais c'est pour savoir, est-ce que vous savez si dans le monde de l'aéromodélisme, on retrouve des choses similaires? absolument. Où l'Ukraine serait présente? Absolument, et justement, ce qui m'a fait me diriger vers les 33% de part de marché pour la maquette plastique, c'est que pour avoir lu récemment certains articles dans le monde sur le switch industriel de l'industrie de l'aéromodélisme vers la fabrication en urgence des drones, certaines des plus grosses sociétés mondiales en aéromodélisme sont ukrainiennes aujourd'hui, et l'une d'elles qui était basée à Kiev, qui a été détruite d'ailleurs par les Russes, donc ça montre quand même son importance, elle n'a pas été détruite par hasard. Cette société, actuellement, enfin, avant la guerre, avait 33% du marché.
de l'aéromodélisme. D'accord. Donc, elle est aujourd'hui rapatriée sur Lviv avec des conditions de travail assez difficiles. C'est pas des gens que j'ai rencontrés, mais ça, je l'ai lu dans des articles français, des articles du Monde. Et donc, oui, on est sur le même toilage, quoi, effectivement, par rapport à cette industrie-là aussi. D'accord, merci. Du coup, je voudrais finir par une question un peu plus ouverte, un peu plus maquette, on va dire, en général. Quand on est maquettiste et qu'on crée une maquette, il y a évidemment un aspect technique, comme vous mentionnez tout à l'heure, qui est très important. On fait un modèle réduit de l'existant, mais il y a aussi une part artistique dans cette maquette. On la voit notamment dans le cadre d'un diorama où on choisit le point de vue, la disposition des éléments. Comment est-ce que vous vendriez la maquette, on va dire, aux gens sur cet aspect-là? Quelle est la part technique? Quelle est la part artistique? Est-ce que tous les maquettistes sont des artistes? Alors, juste avant de répondre à ta question, Charles, je vais juste me permettre un petit commentaire complémentaire par rapport au monde de la maquette d'un point de vue industriel et part de marché en Ukraine. Oui, d'ailleurs, c'est embêtant parce que je ne sais plus ce que je voulais dire. Si, voilà, ce qui est important à mes yeux, l'Ukraine aujourd'hui ne fait pas partie de la communauté européenne, mais c'est un projet, c'est un vœu. Or, à un moment donné, quand on a vu les marques européennes commencer à se casser la figure, on a vu la Chine exploser en termes de part de marché, avec des sociétés comme Trumpeter, Robiboss, Dragon, etc. Et une très grosse offre chinoise arrivée à partir des années 2000. Et c'est pile à ce moment-là que le père de Valeria Bouzina a acheté ICM, parce qu'ICM existait déjà en fait à Kiev, mais c'était d'autres patrons en fait qui géraient la boîte. Et on a vu apparaître effectivement, grâce effectivement à la perestroïka et à la fin de l'Union soviétique, l'ouverture des marchés. On a vu apparaître toutes ces marques ukrainiennes. Et en fait, petit à petit, l'Ukraine a pris une part de marché que j'estime donc aux alentours des 30-33%, et qui a permis en fait de stopper partiellement, pas complètement, mais ce n'était pas non plus le but d'ailleurs. Hein. On reste dans une concurrence libre et bien consentie, mais elle a permis de limiter en fait la part des produits asiatiques. Je parle des produits chinois. Je ne parle pas des produits japonais parce que tu es là sur le marché depuis très longtemps et avec une très haute technicité. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que demain, quand l'Ukraine fera partie de l'Europe, et je l'espère de tous mes voeux, ce sont des parts de marché qui sont déjà naturellement aujourd'hui en Europe. Ce sont des parts de marché qui font qu'il y a de l'argent qui rentre en maquettisme chez des gens qui sont à deux jours de route de Paris ou de la Côte d'Azur. Et en fait, ce sont des industriels et donc des consommateurs européens qui ont aujourd'hui accès à ces salaires en fait, qui sont financés par les ventes export des maquettes ukrainiennes et qui demain, quand cette horrible guerre sera finie, pourront devenir, je dirais, des voisins, des consommateurs européens. J'aime pas trop le mot consommateur, mais je me comprends. Globalement, voilà. Donc pour finir sur ce commentaire-là, je crois qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est que l'Ukraine en fait est arrivée, et la Tchéquie aussi d'ailleurs, l'Ukraine et la Tchéquie sont arrivés en mettant un contrepoids à la puissance asiatique de la maquette, qui était en train de tout écraser en Europe et dans le monde, hein, même aux États-Unis, à partir des années 90-2000. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est un retour vers l'Europe d'une production, et ça, beaucoup de gens l'ignorent totalement. On voit aussi que l'Ukraine participe pour promouvoir son image, notamment en faisant les prix, ce que vous avez présenté selon le concours. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus? C'était quoi comme prix? Pourquoi et qui a décidé le mettre en place? Pour moi, qui est un petit peu loin de le monde des maquettes, je comprends pratiquement rien dans les prix, mais si vous pouvez développer plus, ce sera intéressant. En fait, je crois que ce que vous faites vous aujourd'hui, ce que vous faites depuis pas mal de temps, on ne se connaissait pas avant le week-end dernier, c'est de parler de l'Ukraine autrement qu'en parlant juste de la guerre, parce que l'Ukraine a une culture excessivement riche. Moi, très honnêtement, je n'ai aucun rapport avec l'Ukraine jusqu'au 24 février 2022, je ne connais personne en Ukraine. Et mon engagement aujourd'hui, au travers de différentes choses, c'est tout simplement de soutenir ce pays. Et le soutien peut être aussi un soutien culturel. Quand je suis rentré d'Ukraine en août 2022, on a rapatrié énormément d'œuvres d'art d'artistes contemporains ukrainiens
des gens qu'on a exposés dans différents endroits en France, des galeries d'art, des mairies, des grandes mairies, comme Lyon, par exemple, Lyon 6e, qui nous a accueillis. Et le but, c'était aussi de parler de l'Ukraine différemment. Donc là, bien sûr, le but, c'était de vendre des œuvres d'art ukrainiennes, des tableaux qui valent déjà beaucoup d'argent, et pour pouvoir refinancer des travaux de restauration, notamment du musée de Tchernihiv, qui est au nord de Kiev, pour le mettre hors d'eau, hors d'air, parce que le musée avait été extrêmement abîmé pendant les combats de Tchernihiv qui ont vu l'armée ukrainienne réussir à bloquer une bonne partie de l'armée, la 36e armée russe. Et l'intérêt aussi, c'était au-delà des ventes qu'on faisait, c'était de parler de l'Ukraine autrement. Quand les gens de l'association de Lyon proposent des produits ukrainiens, des brioches, vont proposer des expositions d'artisanat, ben en fait, c'est un peu la même chose. Et moi, dans la maquette, j'avais la chance, grâce à cette part de marché énorme de l'Ukraine aujourd'hui sur le marché, de continuer à leur rendre hommage parce qu'ils nous sortent plein de produits fabuleux. Et ça serait dommage de les abandonner maintenant en disant bon, bon c'est sympa, vous nous avez créé plein de produits, mais maintenant que c'est la guerre, bah, débrouillez-vous. Donc le but, c'était de parler de l'Ukraine notamment, et le fait d'organiser un prix spécial Ukraine pendant l'événement, c'était bien effectivement de parler de l'Ukraine, de pouvoir en parler sur scène, et de sortir l'Ukraine d'un oubli enfin, on n'oublie pas l'Ukraine, mais je dirais que voilà, ça fait 2 ans et demi que cette guerre a lieu, 2 ans et demi pour la phase de haute intensité, j'entends, parce que pour moi, la guerre existe depuis 2014. Et il faut en parler toujours et toujours et toujours, parce que les Russes sont très forts en termes de communication pour brouiller l'esprit des gens. Ils s'appuient, bien entendu, sur leur théorie du fil de fer pour briser les opinions occidentales et la solidité des opinions occidentales, en montant les gens les uns contre les autres. On est sur la désinformation permanente. Donc, il faut en permanence continuer à parler de ce sujet-là, parce que sans notre soutien derrière, l'Ukraine ne tiendrait pas. Donc le soutien, c'est aussi la confirmation de ce que pensent les gens par rapport à l'Ukraine, la défense des libertés. Hein, c'est ce que je disais l'autre jour sur scène, les 20 000 prisonniers politiques, ils ne sont pas en France ou en Allemagne, ni en Ukraine, ils sont là-bas, ils sont en Russie. Les pays qui agressent les autres, ce n'est pas l'Ukraine qui a agressé la Russie, c'est bien l'Ukraine qui s'est fait envahir. Donc il faut remettre les choses à leur place. Les crimes de guerre, c'est la Russie qui les a commis. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter de subir l'influence des Russes et parler de l'Ukraine par tous les biais, y compris par les biais culturels, c'est intéressant. Et c'était vraiment bonne initiative. Je me rappelle quand vous avez pris le micro, avant dans la salle, les gens parlaient, il y avait un petit bruit, mais dès que vous avez pris le micro, on a entendu silence et tout le monde a bien écouté ce que Jean-Louis voulait dire. Sachant que je précise pour les téléspectateurs que Jean-Louis a pas pris le micro en premier, il y avait déjà eu des remises de prix avant où des petits gens écoutaient, enfin des petits gens, non, des gens bien sûr, mais pas tout le monde, voilà, un petit groupe de gens écoutaient, c'est ce que je voulais dire, et qu'au moment où vous avez fait votre speech qui concernait un peu plus l'aspect, pour le coup, Ukraine, avec le témoignage des gens de Kiev en direct qui vous avaient envoyé un message sur ce qu'ils étaient en train de vivre, puisqu'en plus à ce moment-là, la ville était particulièrement bombardée. C'est vrai que ça a vraiment recentralisé les gens un peu aussi sur ce qui est important et sur ce qui était en train de se passer, et ça a donné d'autant plus d'ampleur aux prix qui ont été décernés, et donc à ce geste que l'Ukraine a fait de nous fournir des prix directement de là-bas. Ouais, peut-être m'expliquer un petit peu ce processus que je trouvais assez passionnant en fait. Jean-Louis, que vous avez pris les photos, vous avez envoyé à Kiev. Pouvez-vous expliquer nous comment ça a se passé, comment ils ont jugé? Oui, alors en fait, moi, je suis rentré en contact avec donc l'association internationale IPMS, donc la branche ukrainienne en 2022, parce que je partais en Ukraine pour donner un petit coup de main là-bas d'un point de vue humanitaire, et du coup, je me suis dit, bah, quitte à être là-bas, autant, puisque je suis maquettiste, en profiter pour les aider un peu sur ce domaine-là aussi. J'avais déjà eu quelques relations avec certains industriels ukrainiens 2 ans avant le conflit, pour notamment leur demander des sujets qu'ils étaient susceptibles de produire au niveau mondial, ce qu'ils ont fait, puisqu'un des sujets que je leur ai demandé va sortir sur le marché mondial dans 1 semaine ou 2. Il y a d'ailleurs eu un podcast très intéressant de la patronne du marketing de ICM par la société Squadron aux États-Unis il y a 2 jours, podcast que j'ai reçu par lien Internet. En anglais ? Et donc,
En anglais, ouais, tout à fait. OK. Et du coup, quand j'ai pris contact avec eux en juin ou juillet 2022, je leur ai dit, écoutez, il faut qu'on organise quelque chose là-bas. On a organisé une réunion à Kiev, qui était une sorte de mini-expo, mais pas du tout dans le registre de celle que vous avez connue à Lyon, parce qu'aucun industriel ne voulait prendre le risque de réunir 2000 personnes alors qu'on était sous les bombes. Et du coup, la réunion a eu lieu dans un endroit de Kiev, que je ne citerai pas, mais qui nous a permis de nous retrouver, de nous connaître, de faire un reportage photo qui a été publié dans 4 revues européennes, 2 revues françaises et 2 revues anglo-saxonnes. Et ça nous a permis surtout de tisser des liens très très étroits. Du coup, maintenant, je fais partie de cette association ukrainienne. J'en suis membre au niveau de Kiev. Et du coup, c'était 2 ou 3 mois avant l'exposition de Lyon. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire quelque chose? Donc, j'ai contacté Andriy à Kiev et qui a accepté l'idée tout de suite. J'en ai parlé donc au président du club de Lyon qui était très enthousiaste parce que fort soutien de l'Ukraine lui aussi, enfin eux aussi. Et du coup, on a lancé cette idée des prix. Même pas 7 jours plus tard, le soir même de l'idée, le lendemain, les médailles étaient déjà conçues en 3D sur ordinateur et je recevais les diplômes, les médailles faites en plus sur un format original en plexiglas avec un petit ruban ukrainien à peine 10 jours plus tard. Et donc, dans le même temps, on contactait les industriels. J'ai contacté 3 industriels pour avoir des prix en plus et permettre de les associer à cet événement. Et là, depuis la fin de l'exposition de Lyon la semaine dernière, j'ai beaucoup de maquettistes qui me contactent. J'ai beaucoup les industriels en eux-mêmes qui me remercient de ce que j'ai fait. Donc, le but, c'est pas d'avoir des louanges. Le but, c'est de continuer à parler de l'Ukraine, de révéler en fait au monde tous ces potentiels qui existent. Parce que pour moi, c'est aussi rendre hommage à un peuple d'abord très européen, très courageux, extrêmement inventif, créatif, avec un gros sens de l'humour. Et j'avoue que je ne connaissais pas ce peuple il y a 2 ans et demi, mais voilà, les liens maintenant sont indestructibles. Est-ce que vous avez remarqué dans votre domaine, je ne sais pas si c'est vrai, à quel point les Ukrainiens ils sont rapides et forts en organisation pour être d'accord, imprimer, envoyer. Je ne sais pas Oui, si c'est dans... Irina, c'est assez bluffant. C'est assez bluffant. Ça fait partie des choses qui font que j'apprécie beaucoup ce peuple maintenant. C'est cette créativité, c'est cette réactivité. Voilà. En fait, ce goût de la vie et cette envie d'aller de l'avant. Pas de renoncement. Et c'est peut-être ce qui explique aussi qu'en Russie, on n'a qu'une seule personne au pouvoir depuis 2 décennies maintenant. Et qu'en Ukraine, on a déjà eu 5 présidents. C'est tout simplement parce qu'on a des gens libres, indépendants, créatifs, mais qui s'en laissent pas compter par les autres. Donc ça, c'est chouette. On va finir par ta question, Charles. Oui. On l'a Du coup, pas je oublié. vais revenir sur ma question, donc sur l'aspect artistique, donc sans la répéter en entier. Est-ce que dans le fond tous les maquettistes sont des artistes? Oui, alors bon, je dirais tous des artistes, ça serait très prétentieux, mais on a tous les niveaux, comme en peinture, comme en sport, comme quelqu'un qui va être dans un club de football. On a des gens bons, moins bons, peu importe. L'essentiel numéro 1, c'est de se faire plaisir en construisant quelque chose de ses mains. Ensuite, effectivement, on a des gens qui sont véritablement des artistes. Et je sais pas, pour ne pas parler que de l'Ukraine, j'ai notamment rencontré pas mal de gens très 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 doués là-bas, mais des gens doués, il y en a partout, il y en a en France, il y en a en Italie, des gens qui sont capables d'aller très au-delà de ce que je suis capable de faire en termes de création, d'appréhension d'un volume en 3D, de peinture. Et justement, notamment dans les pays de l'Est ou en Italie, on a des peintres très très doués. Notamment parce que, par exemple, si je reprends l'exemple de l'Ukraine, on a des peintres d'icônes qui ont dérivé vers la figurine avec des résultats absolument bluffants. Donc oui, beaucoup de gens ne nous considéreront pas comme des artistes parce que ils auront une vision un peu péjorative, un peu trop jouée de la maquette. Aujourd'hui, la maquette n'est plus du tout, du moins dans les pays occidentaux, un hobby de jeunes. Ça, c'est un peu malheureux, mais vraiment un hobby d'adulte. Et là-dessus, je peux dire oui, il y a vraiment des artistes. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à aborder dans notre... J'ai juste une question qui m'est arrivée, mais je veux pas finir par cette question. Que Jean-Louis dit que les maquettistes sont quand même les artistes et je pense si on veut
porter le message, à quel point on peut construire les maquettes qui parlent de génocide, surtout si on prend Holodomor. Est-ce que ça peut être intéressant et est-ce que dans le milieu de maquettistes, il y a des gens qui peuvent être intéressés de construire les scènes pour dénoncer les faits qu'ils ont passés en Ukraine et qui peut avoir l'impact sur cette image d'Ukraine en Europe pour renforcer cette image? Je dirais que c'est peut-être plus un figuriniste qui pourrait le faire, qui va se rapprocher finalement de l'état d'un peintre. Nous, les maquettistes, on va pas trop aller sur ces sujets-là, parce que tu parles de l'Holodomor. Il y a eu un autre sujet 80 ans auparavant qui était absolument effroyable, dans lequel d'ailleurs l'Ukraine a été extrêmement touchée. C'est la Shoah. Et c'est des sujets qu'on n'aborde pas, par contre. Tu vois, on a parlé de tabou tout à l'heure par rapport à des pays combattants. Parce qu'on reste quand même, voilà, si on parle de maquettisme militaire, mais je précise aussi qu'il y a beaucoup de maquettisme civil, du bateau, de la voiture, des engins, tout simplement des bâtiments. Hein. N'oublions pas que le maquettisme, c'est aussi énormément utilisé en architecture. Mais par contre, même si on travaille beaucoup sur l'histoire, c'est rarissime de voir des sujets liés à des, comment dire, à des choses aussi terribles que ce que tu as évoqué tout à l'heure, l'Holodomor comment dire, ou la Shoah. Pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment donné, on a une barrière technique par rapport à ça, et peut-être une certaine pudeur aussi pour parler de ce genre de choses-là. Et je pense que c'est pas de notre fait, c'est pas trop dans nos capacités. Je verrais plus un écrit, je verrais plus un livre, je verrais plus une peinture. Là, ça n'a rien à voir avec l'Holodomor ni avec la Shoah, mais je pense par exemple à Guernica de Picasso. Je pense que la maquette n'est pas là pour appréhender ce genre de choses-là, ça serait trop terrible et peut-être trop cru. Peut-être trop cru, ouais, effectivement. C'est ce qui me viendrait à l'esprit. Vous pensez que ça pourrait être tellement réel que même le maquettiste lui-même ne peut pas rester à l'écart oui, parce qu'on aborde avec la maquette la 3D et la 3D peut être perçue de façon un petit peu. Les gens peuvent être choqués en fait par la perception 3D justement de ce qui va être la souffrance, la douleur. Je le vois bien par des réactions des fois dans des expositions quand on représente des choses trop réalistes, car la guerre c'est avant tout de la souffrance. Et je pense que ce soit la Shoah ou l'Holodomor, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. D'ailleurs, j'ai envie de faire un petit commentaire là-dessus. Ça n'a rien à voir avec la maquette, mais ça a un rapport direct avec la Shoah. Il y a un an, avec mon épouse, je ne sais pas pourquoi, on va sur le site de Yad Vashem, le mémorial de Jérusalem, et on s'est rendu compte qu'il y avait un nombre très, très important de justes en Ukraine, juste pour finir de détruire les arguments à 2 francs 6 sous ou à 2 kopecks de M. Vladimir Poutine, qui accusait au début de la guerre les Ukrainiens des nazis drogués, homosexuels, mafieux. Je pense qu'il faut remettre les choses à leur place. Et aujourd'hui, si on prend le nombre de justes en Ukraine et en Russie, ils n'ont strictement rien à voir. Je crois qu'on est à plus de 2500 justes en Ukraine, ce qui place l'Ukraine en 4e ou 5e position mondiale. Voilà. Donc ça, c'est un petit commentaire, parce que tu parlais de Shoah. Voilà. Je pense que l'Ukraine en a suffisamment. Après, mon avis est un peu différent. Je pense que on a besoin de cette secouée pour comprendre les choses. Mais après, ouais, je comprends que c'est pas facile de faire si réaliste. Voilà, sur l'aspect purement maquettisme, oui, non, nous on s'y refuse et c'est pas notre domaine. Mais j'ai lu récemment un livre de Simone Veil, un livre d'entretien de Simone Veil qui était très beau. Enfin, très beau, bien sûr, oui, c'était très fort, très poignant. Je pense que on est dans l'indicible, Irina, on est dans l'indicible, que ce soit l'Holodomor, dont j'ai revu des reportages récemment sur Arte, ou que ce soit la Shoah, et c'est des choses qui peuvent pas s'évoquer de façon aussi brutale, en fait, frontale, avec la représentation 3D. Déjà aujourd'hui, je pense que nos scolaires, on les épargne. Si tu vas voir la Maison des enfants d'Isieux, où j'ai eu l'occasion il y a quelques années de rencontrer Serge et Bitte Klarsfeld, enfin c'était pas il y a quelques années, c'était l'année dernière, on n'est même pas aussi évocateur ni aussi frontal, parce que de toute manière, l'écrit et la parole sont souvent plus évocateurs et évocatrices et parlent mieux pour quelqu'un qui est prêt à lire, bien sûr, des écrits sur ces thèmes-là, quoi. Ouais, elles font passer le côté technique au second plan pour vraiment se pencher sur l'aspect humain. Ouais. La maquette a un aspect après, technique. Ce que
peut-être peut être envisagé. C'est encore une fois le sens d'humour que l'autre fois on a parlé que les Ukrainiens ont très fort sens d'humour. Et petite question, Jean-Louis, est-ce que vous pensez que c'est possible de faire une espèce d'exposition avec des scènes maquettes, avec les maquettes, en évoquant les différents scènes rigolotes, un petit peu peut-être humour noir par rapport les moscovites, par rapport à je peux pas dire à la guerre, mais vous savez très bien que les Ukrainiens, ils savent très bien les rire sur son ennemi et sur ce qui se passe. Est-ce que ça peut être envisageable de faire Ah oui, alors ça, par contre, ça l'est complètement. Enfin, ça l'est complètement, parce qu'en fait, de toute manière, il y a toute une production d'affiches, de timbres-poste même, hein, qui ont été faites par l'Ukraine dès le début de la guerre. Moi, je me rappelle en août 2022 à Kiev, avoir vu énormément d'affiches très humoristiques ou très sarcastiques contre Vladimir et son agression, et des affiches qui étaient soit très poignantes, hein, qui rappelaient notamment aux Européens et aux Polonais ce qu'avait été Katyn, par exemple, hein, le massacre de Katyn, qui est clairement imputable à l'URSS. Et des choses, par exemple, prenons un exemple, pour revenir un peu vers l'humour. En fait, on prend simplement le fameux épisode de l'île aux serpents avec le bateau qui essayait en fait de prendre possession de l'île, et les soldats ukrainiens qui leur répondaient en ukrainien Russian warship, go fuck yourself. Et en fait, ça, c'est sorti en timbre. C'est sorti en timbre tout de suite. Et en fait, ça, c'est tout à fait quelque chose que tu peux représenter en maquettisme. Ouais, maintenant, c'est les t-shirts, les tasses, les tableaux, c'est tout. Et des dizaines d'exemples comme ça, en fait. Des dizaines d'exemples comme ça que j'ai vus en poster, qui sont tout à fait transposables en maquettisme, en travaillant, bien sûr, par exemple, sur l'histoire du bateau de l'île aux serpents, sur la profondeur. On joue sur les échelles pour donner de la profondeur et bien suggérer, par exemple, un personnage devant, au 35e, et puis un petit bateau ou un 700e derrière, quoi. Mais ça, c'est une scène que l'Ukraine a repris tout de suite dans sa communication, et qui a été tout de suite tournée, qui a permis tout de suite de tourner les Russes en dérision, quoi. De façon similaire, je ne sais plus si c'est à Kiev ou à Lviv, que dans le musée de la Marine, ils ont refait une maquette animée, puisqu'en fait on peut la faire bouger, qui remontre comment le Moskva a été coulé. Donc on voit le Moskva flotter, et quand on appuie sur un bouton, il y a une fausse explosion et le bateau coule, pour qu'on puisse reproduire autant qu'on veut l'explosion du Moskva. Donc il y a un aspect un peu technique et un peu humoristique aussi de rejouer cette scène à l'infini pour l'aspect démonstratif dans le musée, quoi. Il y a quelques temps, il y a quelqu'un qui s'est amusé, je ne sais pas qui, enfin voilà, un internaute quelconque, et je ne sais pas si ça venait d'Ukraine ou si ça venait d'un autre pays européen, mais quelqu'un qui s'est amusé en fait à détourner un boîtage. Vous voyez derrière moi, j'ai des boîtages de maquettes qui sont généralement avec ce qu'on appelle un box art, donc en fait un dessin qui permet de mettre en situation l'objet et de le rendre agréable pour inciter à l'achat. Et donc, ce box art là, il y a quelqu'un qui a détourné un box art de la société allemande Revell, qui est une société très connue dans le monde de la maquette, et qui représente un bateau russe. Sauf qu'en fait, sur le dessin, il n'y a rien. Il y a de l'eau. Il fait juste la mer. Et le gars mettait un petit commentaire, il disait voilà, la nouvelle maquette magnifique du navire russe, machin truc chouette, très facile à faire, très fidèle, pas de pièces, juste besoin d'eau. Donc, on peut dire que ça existe déjà. Ça existe déjà un peu. Les différentes maquettes existent déjà. Il reste juste les ressembler à une pièce et faire l'exposition. Voilà, exactement. C'est la première maquette au monde qui existe, qui n'ait pas besoin de pièces. Voilà. Un peu cruel pour les Russes, mais ils l'ont cherché quelque part. Hein. Enfin, pour les Russes, pour les gens qui sont derrière Poutine. Largement. En même temps, je pense aux 20 000 prisonniers politiques russes, je pense aux gens en Russie qui ont voulu déposer des fleurs sur le monument à l'oppression soviétique. Parce qu'heureusement, en Russie, on peut espérer qu'un jour, on aura des gens aussi assez courageux pour se lever, comme en Ukraine, au moment de Maïdan. Voilà, c'est tout ce que je peux souhaiter aux Russes aussi, hein, c'est-à-dire trouver la démocratie et arrêter d'embêter les voisins. C'est les questions complexes. Ouais. Merci beaucoup pour cette interview, Jean-Louis. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là.
Donc, merci beaucoup pour tous ces échanges et pour tout ce que vous avez pu nous apporter. Et puis, au plaisir de se recroiser sur un prochain salon de la maquette ou ailleurs. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Дякую. Слава Україна, героям слава. Героям Героям слава. слава! До побачення. До побачення!